Nouvelle vidéo choc de Candace Owens, à nouveau devant largement plus de 100 000 personnes. Et en fin de vidéo, les chiffres, évidemment, ont continué à monter très fort. Donc, elle explique en substance qu'elle a reçu à nouveau une lettre des époux Macron et une lettre dans laquelle il n'y avait aucun élément de réponse à ces questions. Donc elle était assez troublée puisqu'en fait, il aurait suffi que cette lettre dise sur l'honneur les réponses à certaines des questions et pour elle, l'affaire était terminée. Et pourquoi est-ce qu'il refuse de répondre? Elle s'interroge et évidemment, on a tous le droit de s'interroger puisque au lieu de se défendre et donc de dire voilà les faits, voilà les éléments ou voilà l'engagement sur l'honneur que ces faits sont parfaitement exacts. Vous vous rappelez, c'est comme les astronautes auxquels on demandait de jurer sur la Bible qu'ils étaient allés sur la Lune et invariablement ils refusaient de prêter serment sur la Bible qu'ils étaient allés sur la Lune. Donc la question restera en suspens jusqu'à ce que la vérité soit établie. Ceux qui me suivent savent ce que j'en pense. Et donc là, on a un peu la même question, le même procédé de Candace Owens et les mêmes attaques en face, c'est-à-dire essayer de l'intimider, essayer de lui faire peur, essayer de lui faire comprendre qu'elle pourrait être ruinée ou passer un sale quart d'heure. Et semble-t-il, c'est un très gros cabinet d'avocats américains qui s'occupe du dossier, un cabinet qu'elle connaît, puisqu'elle dit d'ailleurs un peu en plaisantant que si c'était pas ce cabinet qui lui envoyait de telles lettres avec tous les papiers en tête, etc., elle penserait qu'il peut s'agir d'une mauvaise blague. Et bien évidemment, on sait tous que c'est pas une mauvaise blague. C'est un sujet dont moi-même j'aurais largement aimé ne jamais avoir à discuter parce que c'est le genre de sujet qui ne devrait même pas exister. C'est ça qui est important. Ça ne devrait même pas exister. Il ne devrait pas y avoir de débat sur ces questions-là. Manifestement, ça existe. Donc, vous allez voir un certain nombre de questions soulevées dans cette vidéo, mais dans l'introduction, je souhaite insister véritablement sur un point majeur, c'est tout le fait déjà que très vite dans sa vidéo, elle met un portrait de François Fillon, et ensuite, elle commence à peindre les choses. Et il y a une affaire qui est très troublante, c'est que ceux qui ont suivi l'affaire François Fillon savent que, en réalité, tous les problèmes judiciaires qu'il a aujourd'hui sont liés au fait que Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, a travaillé pendant plusieurs années pour une société appartenant à un milliardaire français qui s'appelle Marc Ladrette de la Charrière. On découvre dans la vidéo qu'en réalité, il est très ami avec la famille Macron et en particulier avec Brigitte. Il y a une photo d'ailleurs où il est pris avec également une fille de Bernard Arnault. Et que dit en substance Candace Owens sur la base du travail de Xavier Poussard, c'est que ils sont très très proches et que c'est d'ailleurs Marc-André de la Charrière qui fait qui crée le contact avec Joly, Thomas Joly, en fait, qui sera pour les Jeux Olympiques celui qui va faire la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture dont j'ai déjà largement parlé dans plusieurs vidéos et que je considère totalement blasphématoire. De toute façon, c'est un sujet qui est plus évoqué dans la suite de cette vidéo. Également, évidemment, elle évoque l'omniprésence auprès de Brigitte Macron de la famille de Bernard Arnault, puisqu'alors qu'il y a un scandale à Amiens avec ce couple, entre guillemets, 14-39, 15-40, etc. Enfin, on voit que tout ça est flou, alors que ça devrait être, encore une fois, une évidence
pour quelqu'un qui est le président de la République, sa femme, autant de journalistes qui se sont intéressés à eux, intéressés à la beauté des jambes, etc. Ne pas s'intéresser à des choses aussi fondamentales, ça montre à quel point il y a eu un trucage monstrueux et qui est totalement inacceptable. La France est un pays nucléaire, c'est un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un pays qui est très en avant sur tous les sujets belliqueux de la planète, que ce soit dans le Donbass ou à Gaza, où on a à chaque fois un rôle qui attise, entre guillemets. Pareil au Liban, pareil sur les questions de climat, pareil sur le Covid, en réalité, et sur évidemment tout ce qui est le LGBT+, hein, il n'y a qu'à regarder le fait que c'est sous le gouvernement Macron que reste en place à la tête de l'Institut du monde arabe Jack Lang, que c'est dans ce gouvernement qu'on a eu véritablement des fêtes très étonnantes au moment de la fête de la musique à l'Élysée, et tellement d'autres choses, jusqu'à la très bizarre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En tout cas, toujours est-il que j'ai été vraiment choqué de découvrir, évidemment je soupçonne comme beaucoup de monde un coup monté contre Fillon, mais là, cette affaire avec des dossiers bien avant la présidentielle de pédopornographie concernant le fils unique ou un des fils de Marc-André Lacharrière, c'est très troublant. Voilà, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Est-ce que Fillon aurait pu être abandonné par ses amis pour protéger et finalement faire effacer des affaires somme toute assez redoutablement graves? Voilà, tout ça, c'est vraiment très inquiétant parce qu'on se rend compte que quelqu'un me mettait ça en remarque. C'est un marécage épouvantable, en fait. On est en train de voir dans cette affaire toute la noirceur de ce qui est devenu la France. C'est vraiment cauchemardesque. Voilà. Donc la vidéo, il y a un certain nombre de coupures que j'ai faites, pas du tout pour censurer ce que j'ai coupé. Je vous souhaite de passer un beau moment. N'hésitez pas, si vous souhaitez m'aider, à vous abonner à mes différentes chaînes, donc à cette chaîne YouTube, à mon profil X et à ce média que j'aime tellement qui est Substack. Donc vous pouvez rejoindre Substack sur substack.com, prendre un abonnement gratuit. Éventuellement, si vous souhaitez prendre un abonnement payant, vous pouvez également me contacter pour découvrir ce que j'appelle communément du bon miel, c'est-à-dire du vrai miel naturel à l'ancienne. Alors sinon, avant de vous laisser vous plonger dans la vidéo, un petit clin d'œil pour le miel. Donc ici, dans ma main, un extraordinaire miel d'acacia. C'est l'espoir qui va avec M. Macron, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau. Et la première erreur que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance. Une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Qui restera. Qui restera. Qui restera. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Et quand vous êtes face au cynisme, vous oubliez parfois que vous pouvez être manipulé, utilisé par le pouvoir. You have to force behaviors. And if you don't force behaviors, whether it's gender or race. Hi. BlackRock has really been in the forefront of the ESG movement within corporate governance. How do you force change?
thought about more radical things we could do to enhance diversity and inclusion. Je préfère l'état d'urgence sur les réseaux sociaux que sur les populations. And the Russians are down. It's the best money we've ever spent. Thank you so much. No, it's... Les gens engagés ont parfois cette naïveté de croire que les autres sont aussi engagés qu'eux. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez Allez, avec Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire être pourchassé pour les mensonges qu'il a véhiculés, ne pas laisser s'exprimer des choses inacceptables et des sources de violence. La bête de l'événement est là. Elle arrive. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Vaccine is an amazing vaccine. Make vaccines, existing vaccines now, and the new vaccines that have recently become available. Bertrand, un dernier mot? Oui, alors c'est le sujet qu'évoquait Stéphane. C'est important. Alors moi j'étais un peu comme Lionel. J'étais confronté entre guillemets depuis que je suis tout jeune à l'homosexualité, puisque c'est un de mes cousins qui s'appelle Didier Lestrade qui a créé ACT UP. Donc, il se trouve qu'en plus on était proches. Donc, c'est une question que je connais bien. On s'entend très bien avec les cousins. J'ai vraiment évolué jeune au milieu de la communauté gay. D'ailleurs, parfois avec des copains, on allait à des soirées incroyables. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, hein. Mais surtout, et ce que Stéphane a dit, et c'est vraiment important, c'est que les travestis, ils aiment être des hommes. Ils aiment se déguiser en femme parce qu'ils ont le côté féminin de l'homme gay. Tu sais, dans les gays, t'en as qui se ressentent plus femmes du couple et hommes du couple. Mais mon cousin, par exemple, un des frères, parce qu'ils sont 3 frères, enfin ils sont 4 frères, mais il y en a 3 qui ont une sexualité gay.
et qui est devenu artiste, qui vit en Suisse, qui a une fondation que j'ai exposée avec ma galerie, me montrait des films, des vidéos d'époque des années 70, 80, etc., avec des travestis. Alors on connaît tous les épisodes, Coluche, Le Luron, etc., mais qui, dès qu'ils avaient fini d'être travestis, déguisés en femmes, n'avaient qu'une envie, c'était d'utiliser tous leurs instruments. C'est-à-dire qu'ils étaient hyper contents, je suis désolé du terme, d'avoir une bite qui fonctionne. Parce que elle était utile pour leur plaisir. Et c'est très important. Le plaisir, c'est les homosexuels à tendance féminine, le plaisir, ils l'ont avec un sexe d'homme. Et peu importe. Et donc, on a trafiqué les esprits en faisant croire, et c'est ce que Stéphane a bien dit sans aller au bout, mais on a fait croire aux travestis qu'ils étaient en fait des transsexuels, ce qui est faux. Et surtout, et ce qui est pire, et vraiment j'insiste là-dessus, et j'insiste pour en avoir parlé avec beaucoup d'homosexuels, et surtout l'avoir vécu dans ma chair quand j'étais enfant, puisque je les ai vus évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, très jeunes, ils comprennent ils sont un peu perdus, tu vois, vers 8-10 ans. Et quand on impose à 12 ans aux parents de laisser leurs enfants commencer une transition hormonale, etc., avec des enfants qui sont perdus dans leur sexualité. Donc tous les enfants, tous les jeunes hommes sont un peu perdus à cet âge-là. Mais quand en plus ils sont homosexuels, ils sont encore plus perdus. Et en fait, c'est une destruction de la communauté homosexuelle, une division, une bombe à retardement qui va être terrible que cette transsexualité. Et donc, si effectivement il y a eu des gens qui étaient des coupes zizi, c'est des gens qui étaient partis, et c'est pour ça que moi j'ai toujours une vision très diabolique des choses. Parce que c'est absolument abominable de dire à quelqu'un qui est banalement homosexuel qu'en fait il est en réalité transsexuel et qu'il va falloir qu'il vive toute sa vie avec des opérations, etc. Parce qu'en fait la transsexualité, c'est quelque chose qui touche à l'ADN de la personne. C'est pas quelque chose qui touche son désir sexuel ou mais c'est trop peu souvent dit, et vraiment je te remercie Stéphane de l'avoir dit et Lionel d'avoir introduit le sujet, parce que nous tous qui en parlons, en fait on a évidemment, enfin je parle pour moi et Lionel a parlé pour lui, mais on n'a aucun problème ni avec la communauté gay, ni avec la communauté transsexuelle, mais un travesti n'est pas naturellement un transsexuel, et je voulais vraiment le dire en fait. Well, the people shouts responding well, o'er the land in glad news sound. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, for freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell is lost with notes of joy. Freedom's proclaiming sweet and low. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Bonjour, c'est Alexandra. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet dont je me serais bien passé. La polémique actuelle à l'égard de Brigitte Macron. J'ai eu la chance de côtoyer et de dialoguer avec Xavier Poussard et Candace Owens, qui sont très loin d'être des imbéciles, mais bien au contraire, des journalistes d'investigation extrêmement courageux, et qui s'apprêtent à révéler des choses d'une gravité extrême au peuple français, même si beaucoup de personnes dans le monde connaissent déjà ce sujet avec des tenants et des aboutissants
qui risque de mettre la France dans le chaos. Si, et je parle bien en conditionnel parce que pour l'instant, sans preuve officielle, c'est délicat, si Brigitte Macron est bien ce que l'on pense, ça dénote une personne totalement déstabilisée. Une personne qui, dès le départ, a décidé de dissocier sa biologie avec son comportement social et son apparence. D'où une rupture cérébrale psychologique. Dès lors, ces personnes sont dans un processus que j'ai déjà évoqué, qui en psychiatrie porte un nom barbare, la suspension d'incrédulité, où elle vit une fiction, quelque chose qui n'existe pas, comme si c'était la réalité. Ces personnes sont dans un mensonge obsessionnel, à la fois contre eux-mêmes et contre la société, perdent toute lucidité dans leurs analyses et cohérence dans leur comportement. Par ailleurs, ce sont des personnes qui tirent une jouissance de cette situation, d'où une difficulté extrême à les en sortir s'ils veulent bien jouer le jeu. Ce sont surtout des personnes qui sombrent dans une psychose fatale et qui détruisent tout ce qu'ils approchent et ce qu'ils touchent. Donc, la conclusion, à mon sens, c'est que nous avons actuellement à la tête de l'État 2 personnes incompétentes, inaptes et potentiellement dangereuses pour la gestion de notre République. Et qu'il faudrait absolument que ces personnes s'en aillent et qu'on donne enfin la possibilité, excusez-moi, à des personnes de bon sens de gérer notre beau pays. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra Brazzaville. Dans le Canard enchaîné de cette semaine, qui n'est pas un journal que je lis beaucoup, mais il y a quelque chose de très étonnant qui s'est passé en Corse et qui mérite une grosse attention de notre part. C'est un couple de Corses qui s'était amusé à dire que finalement ils avaient un couple à l'Élysée qui était à leur charge, mais en faisant comme si c'était 2 hommes. Et quand l'année suivante, Brigitte Macron a reçu sa déclaration d'impôt, elle était de sexe masculin. Et donc, il a fallu qu'en fait, ils tirent la ficelle pour retomber sur cette famille. Alors, est-ce que c'est les algorithmes qui ont surpondéré cette déclaration des Corses pour faire que le sexe officiel soit devenu un homme? Ou, à nouveau, est-ce que c'est des gens très taquins qui l'ont fait? Et ça reviendrait à dire ce que Christian disait, c'est que finalement, un peu partout, il y a une résistance discrète qui est en train de faire levier sur tous ces sujets. Et juste pour conclure ce petit passage, mais vous avez remarqué à quel point les algorithmes sont très favorables à Candace Owens, alors qu'il y a forcément eu des pressions de l'Union européenne sur Google inimaginables. Et donc, je suis pas loin d'imaginer qu'il y a peut-être eu un petit coup de fil de la Maison-Blanche pour dire le premier amendement, c'est important. Si vous faites sauter la vidéo de Candace Owens, vous aurez affaire à moi. Parce que c'est impossible, vu la puissance des attaques, le nombre de milliers de personnes qui disent c'est horrible, enfin, les intelligences artificielles de YouTube, enfin, elles doivent pas savoir comment traiter cette vidéo, et la vidéo fait une cavalcade folle. Ça veut dire qu'il y a des gens extrêmement puissants qui pour l'instant se taisent, mais qui poussent ce dossier sans en avoir l'air. Voilà, c'était ma première prise de parole. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film Crocodile Dundee. Tu as ce héros qui arrive à New York du fin fond de la brousse australienne, et il se retrouve dans un dîner, et comme quelques jours avant il avait rencontré une drag queen qu'il avait un peu draguée, tu vois, elle avait une forte poitrine, etc., et puis il s'était rendu compte que c'était un mec, et ben il devient méfiant, et il est dans une soirée de cocktail
et il y a une dame assez âgée avec qui il discute, et puis à un moment, il sent que il lui plaît, elle lui plaît. Mais avant d'aller plus loin, il lui met la main entre les jambes pour vérifier s'il n'est pas trompé, entre guillemets, à nouveau sur la marchandise. Si tu veux, c'est vraiment un sujet, le trouble sur la possibilité, en fait, d'être trompé là-dessus, qui était totalement acceptable dans les années 80. Et aujourd'hui, ça deviendrait interdit. Tu vois, il y a tellement de sujets aujourd'hui qu'on n'a même plus le droit d'évoquer. On est quand même devenu dans un monde complètement cinglé. Qui s'est pas marré devant cette scène de Crocodile Dundee? Et je pourrais vous donner des dizaines de références dans le même genre. Et tout le monde comprenait comme cette question. le film Certains l'aiment chaud, c'est ça, qui est un des films préférés de Madame Brigitte Macron. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à mon Substack. Bonjour à tous, bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie de vous accueillir. Donc, vous avez été présenté dans la vidéo d'introduction précédente. Je vais d'abord donner la parole à Christian Cotten qui a initié cette plainte contre X, qui est une plainte qui fait plusieurs pages. C'est un document vraiment très complet. Est-ce que Christian, vous pouvez nous en parler? Je vais demander à l'anthropologue Jean-Dominique Michel d'apporter son œil particulier sur cette affaire. Et donc, il y a eu un autre motif sous-jacent qui, moi, m'a énormément intéressé, c'est celui d'observer que le couple Macron, pour des raisons qui restent à expliciter, n'a cessé de nourrir l'ambiguïté avec des choses qui ne pouvaient pas être cohérentes ou ne pouvaient pas faire sens. Alors, on a beaucoup entendu, par exemple, le témoignage de Brigitte Macron disant « J'étais aux États-Unis en juillet 69, seul dans un appartement, c'est impossible. » On connaît l'histoire de la faculté d'Alger. Enfin, on connaît un ensemble de choses. Et si vous êtes dans une position d'avoir quelque chose à cacher de cette envergure, vous ne lancez pas des pistes crédibles comme les Macron l'ont très diligemment fait. Alors, ça met dans une position intéressante. Et à nouveau, quand on creuse dans les dossiers, il y a tellement d'invraisemblances que l'hypothèse que ça soit juste une succession de hasards entre la photo de l'avis de décès du soi-disant père des enfants de Brigitte en maillot de bain sur la plage, enfin voilà, un ensemble d'incohérences qui sont juste pas crédibles, si vous voulez. Eh bien, ça pose une question, et d'autant plus qu'un des thèmes de la perversité, je suis convaincu que le couple Macron est profondément pervers, quoi qu'il en soit de son identité de genre, c'est de brandir des choses obvies sous le nez de tout le monde, mais avec une interdiction de dire ce qu'on a vu. Exemple, la fameuse pastiche de la scène pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est évident que c'est la recréation du tableau de Léonard de Vinci. Le metteur en scène l'a dit, les acteurs l'ont dit, les journalistes l'ont dit. Dans un premier temps, ils ont même dit « Oui, on a le droit au blasphème, donc c'est vrai qu'on a reproduit la scène, ça prouve que vous êtes des bigots de vous en offusquer. » Et puis, 24 heures plus tard, ça n'a rien à voir avec la scène, c'est un tableau de Dionysos dans un musée de Dijon. Voyez comme vous êtes cons, vous avez été capable de projeter sur cet innocent tableau le fait que c'était une satire de la scène. Et là, on est dans l'articulation perverse, qui consiste à donner à voir des choses, mais à interdire qu'on en parle. Et c'est la situation dans laquelle on est. Alors, je remercie bien sûr et félicite Christian Cotten et les plaintes qui sont posées et toutes les actions que vous déroulez. Cela dit, c'est évidemment pas sur le plan judiciaire français que l'histoire va se dénouer. Tout Juste un point, Jean-Dominique, juste un point au sujet du tableau, parce que c'est intéressant, ça c'est vraiment mon cœur de sujet. Quand on va au musée de Dijon, il est écrit explicitement que ce tableau est une allégorie païenne de la scène. Donc même si c'était vrai qu'on s'est trompé sur le tableau est une... Donc même en essayant de faire semblant en fait qu'on se trompe tout le temps, eux-mêmes n'avaient même pas pu prévoir que l'étiquette du musée de Dijon disait la vérité. Donc la vérité revient toujours en fait. Est-ce qu'elle revient toujours ou est-ce qu'elle est mise en scène? Un autre exemple, c'est ces clichés de Brigitte Macron en maillot de bain qui ont été publiés par la presse People, mais forcément
avec l'assentiment de l'Élysée. On voit une bosse tout à fait suspecte dans le maillot de bain de Brigitte. Et moi, mon hypothèse à ce stade, et ça reste à comprendre, c'est que l'Élysée, au lieu de clore et de boucler par tous moyens utiles un dossier forcément embarrassant, a donné un ensemble de messages qui, au contraire, étaient de nature à raviver les rumeurs. Alors, puis je veux aussi pas monopoliser la parole trop longtemps, mais si on fait un arrêt sur image à cet endroit-là, je vois en ce qui me concerne 3 hypothèses. La première, c'est qu'il y a effectivement un énorme scandale d'État. Il a été contenu grâce à la docilité de la presse française, mais dont les derniers scandales USAID confirment que les médias mainstream en France aujourd'hui ne sont que des officines de la CIA. Donc, en fait, ils jouent la partition de l'État profond, mais il y a réellement un problème tel que celui qui a été mis en lumière et qui va exploser. Deuxième possibilité, c'est un subterfuge pour cacher autre chose, et la filiation d'Emmanuel Macron lui-même semble particulièrement susceptible de soulever des questions. Et puis, troisième élément, c'est une succession de maladresses et de coups du hasard qui font que tout rend crédible une hypothèse qui n'a pas de vérité. Mais si on doit hiérarchiser les hypothèses, à ce stade, la troisième n'a franchement plus grande plausibilité. On a été censuré. Rétablir le son. Vous n'avez rien à rajouter ou parce que je sais que vous êtes pressé par le temps, donc vous voulez rester un petit peu avec nous, Jean-Dominique? Alors oui, je resterai encore une dizaine de minutes avec vous. Peut-être juste alors mon espérance, parce que au fond, prenons l'hypothèse qu'il y a effectivement un énorme lézard et qu'il va sortir, et on voit effectivement là encore qu'il y a des telles convergences qu'à ce stade, c'est franchement l'hypothèse forte. Imaginons le tremblement de terre que cela représenterait, que le poteau rose soit dévoilé et qu'il apparaisse que l'ensemble de la classe politique, de l'appareil d'État français, de l'univers médiatique nous a trompés en conscience depuis des années en interdisant d'aborder un sujet dont il apparaît au bout du compte qu'il est intégralement authentique. Et ça, moi qu'espère un grand coup de balai dans le bon sens depuis longtemps, parce qu'on est dans une fin d'époque où les élites dégénérées s'accaparent le pouvoir et en font un usage abusif de manière terrible. La seule manière d'avoir un coup de balai de cette envergure, ça serait une situation comme celle que nous sommes en train d'évoquer. Donc évidemment qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais le cas échéant, si les choses se confirment, eh bien ça nous met vraiment devant une réalité renouvelée, et la post-vérité dans laquelle sont les médias et la classe médiatico-politique ne peut plus tenir une seconde aussi, parce que tous ceux qui auront fait bloc en ce sens se seront décrédibilisés de manière définitive. Vous voulez rajouter quelque chose, Bertrand? Ah, Bertrand, on a perdu. Non, déjà, en fait, je voulais vraiment féliciter Christian pour le travail qu'il a fait avec les équipes. J'ai vu passer les mails, mais quand j'ai commencé à recevoir les mails sur le sujet, j'étais suffisamment préoccupé par d'autres sujets qui me touchaient personnellement pour pas foncer tête baissée sur des dossiers dont j'avais aucune maîtrise. Donc, si j'ai pas donné d'éclairage à ça, c'est pas par manque d'intérêt, mais c'est par pur égoïsme entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Aucun souci. J'aime bien cette manière d'être très clair sur les hypothèses, parce que parfois j'ai tendance à supprimer les hypothèses et effectivement à foncer tête baissée. Moi, c'est des sujets sur lesquels je suis pas du tout arrivé par le même angle. C'est-à-dire les sujets dont on parle, il y a des photos qui sont évoquées. Alors, il faut savoir que c'est pas une photo qui est sortie dans les médias mainstream au début. La photo en maillot de bain qui a troublé tout le monde, et c'était dans une version en ligne en Slovaquie de L1. Donc en fait, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui était taquin, qui avait l'ensemble des photos et qui a lâché une bombe très loin du contrôle de Mimi Marchand. Mais comme c'était une bombe dans un vrai média, on savait que c'était pas photoshopé, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si celui qui a fait ça a sauté. De la même manière, je sais pas si vous avez remarqué dans le Canard enchaîné de cette semaine, qui est pas un journal que je lis beaucoup, mais il y a quelque chose de très étonnant qui s'est passé en Corse et qui mérite une grosse attention de notre part. C'est un couple de Corses qui s'était amusé à dire que finalement ils avaient un couple à l'Élysée qui était à leur charge,
mais en faisant comme si c'était deux hommes. Et quand l'année suivante, Brigitte Macron a reçu sa déclaration d'impôt, elle était de sexe masculin. Et donc, il a fallu qu'en fait, ils tirent la ficelle pour retomber sur cette famille. Alors, est-ce que c'est les algorithmes qui ont surpondéré cette déclaration des Corses pour faire que le sexe officiel soit devenu un homme, ou à nouveau, est-ce que c'est des gens très taquins qui l'ont fait? Et ça reviendrait à dire ce que Christian disait, c'est que finalement, un peu partout, il y a une résistance discrète qui est en train de faire levier sur tous ces sujets. Et juste pour conclure ce petit passage, mais vous avez remarqué à quel point les algorithmes sont très favorables à Candace Owens, alors qu'il y a forcément eu des pressions de l'Union européenne sur Google inimaginables. Et donc, je suis pas loin d'imaginer qu'il y a peut-être eu un petit coup de fil de la Maison-Blanche pour dire le premier amendement, c'est important. Si vous faites sauter la vidéo de Candace Owens, vous aurez affaire à moi. Parce que c'est impossible, vu la puissance des attaques, le nombre de milliers de personnes qui disent c'est horrible, les intelligences artificielles de YouTube, elles doivent pas savoir comment traiter cette vidéo, et la vidéo fait une cavalcade folle. Ça veut dire qu'il y a des gens extrêmement puissants qui pour l'instant se taisent, mais qui poussent ce dossier sans en avoir l'air. Voilà, c'était ma première prise de parole. Et une deuxième prise de parole, Bertrand Scholler, pourquoi avez-vous été en garde à vue? Alors, j'étais en garde à vue parce que, entre autres, j'ai retweeté sur mon compte cette photo dont on parle, mais juste en posant la question. J'ai juste marqué « Qui suis-je » Tu vois, c'était un retweet où il y a marqué « Qui suis-je » Donc, on a essayé de me faire dire que ça sous-entendait plein de choses. Alors, au cas où certains ne sachent pas, en fait, mon métier, c'est d'être galeriste propriétaire d'une galerie d'art contemporain. Donc, je pense être le premier galeriste d'art contemporain dans un pays qui est censé être gouverné par la gauche ou le centre, avoir été mis en garde à vue pour un questionnement sur des tableaux, un questionnement sur une photo ou sur une image. J'avais déjà questionné, évidemment, les cérémonies, le portrait officiel, la photo pédophile dont tu parles dans ton introduction, cet enfant qui est dans une position complètement choquante devant un adulte qui le force à faire manifestement des choses qu'on n'imagine pas qu'un enfant devrait faire, mais qui ont l'air d'être dans l'air du temps, puisque tu parlais de l'évêque, tu parlais également dans cette introduction de Duhamel, etc., et du livre de Camille Kouchner. Donc on voit qu'il y a des sujets autour du sexe, de la sexualisation des enfants et de la surreprésentation de la sexualisation des enfants qui sont particulièrement inquiétants. Bref, j'avais mis cette photo, j'avais également retweeté un post de Xavier Poussard parce qu'il m'avait évoqué en fait son interpellation par les carabiniers dans le cadre d'une commission rogatoire de la France. Donc il s'était retrouvé convoqué à la police en Italie, et le thème principal, c'était pas Brigitte, c'était son antisémitisme supposé. Et donc il avait fait un post où il l'interrogeait là-dessus, mais dans le cadre de l'affaire Macron, puisqu'il y avait des liens avec la famille Rothschild et avec des personnes très puissantes aux États-Unis qui auraient pu être des soutiens d'Emmanuel Macron et finalement du couple Macron. Et j'avais retweeté ça en disant à nouveau, Xavier Poussard soulève des questions qui sont importantes et qui méritent d'être traitées. Donc ça, c'était le deuxième post. Et un autre post, c'est-à-dire qu'il y avait un bruit qui courait, qu'il y avait des enquêtes qui étaient en train d'être faites avec des personnes qui se promenaient à Amiens et d'autres personnes qui allaient au Touquet pour essayer d'interroger. Puisque si les photos ne sont pas présentées, on peut imaginer que comme le toit de la cathédrale, elles ont peut-être brûlé. Donc, est-ce que les archives familiales qui étaient présentes dans la maison du Touquet ont pu brûler? Est-ce que cette maison a connu un incendie qui justifierait la disparition de toutes les archives les plus précieuses dans une famille?
les photos de bébé, les photos de ta maman enceinte, etc., que ce soit les enfants ou les parents, c'est extraordinairement précieux. D'ailleurs, quand on demande aux gens avec quoi ils partent, si tu veux, qu'est-ce qu'ils veulent prendre, si jamais ils doivent juste partir avec quelques objets, en général, c'est la Madeleine de Proust, c'est la photo de ta maman à la clinique avec toi dans les bras, c'est ces images qu'on n'a pas vues, qu'on nous a transmises et qui racontent en fait l'origine de notre vie. Et cette famille n'a rien dans ce domaine, rien de ce qui est le plus précieux pour nous dans notre société où la photo existe, où les souvenirs existent. Ils n'ont pas ces choses-là. Et donc, on m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de personnes? Vous imaginez le choc que peut ressentir quelqu'un qui apprend qu'il y a des gens qui enquêtent. Mais c'était quand même me prendre pour un idiot, puisqu'il y a la journaliste du Nouvel Obs, Anison, qui est allée toquer aux portes, officiellement. Elle était même payée pour faire son livre et pour aller enquêter pour que tout le monde lui dise non, non, il n'y a aucun doute sur cette famille. Donc, si tu veux, c'était quand même un peu dur de demander à un galeriste de dire quelle est l'interprétation d'une œuvre d'art, alors que tous les galeristes au monde savent qu'une œuvre d'art, elle vit par elle-même, qu'on n'a pas besoin de la porter. C'est une question d'émotion, etc. C'est-à-dire que les gens s'approprient ce qu'ils ressentent devant. Donc moi, j'ai fait que mettre une photo qui est en train de devenir une œuvre d'art. C'est quelque chose qui, quelle que soit la nature et la raison pour laquelle elle a été présentée, elle devient, entre guillemets, iconique, comme les photos nues de Carla Bruni, Sarkozy, ou d'autres photos, si tu veux, qui ont largement défrayé la chronique au cours des dernières années. C'est des photos qui dépassent largement l'idée initiale de la photo, parce qu'elles nous disent beaucoup plus de choses sur notre société. Et cette photo, c'est le cas, qu'on le veuille ou non. Et c'est pour ça qu'elle a été vue peut-être des dizaines de millions de fois. Et avec cette affaire, elle va être vue des centaines, peut-être même des milliards de fois. Mais c'est pas de ma faute. Et manifestement, si j'étais en garde à vue, c'est peut-être parce que je représente beaucoup plus que ça. Je vous rappelle quand même qu'une fois, j'étais invité à passer sur TPMP. Et alors que j'étais dans le train, ils étaient censés m'envoyer des documents à lire pour l'émission. Ils avaient payé le train. Ils me faisaient venir d'Arcachon pour une émission le soir même. Et ils avaient insisté follement pour me faire venir. Et puis finalement, dans le train, ils me disent non, non, mais on a reçu des instructions. Finalement, vous pouvez plus être invité. À l'arrivée au train, j'avais plus de voiture. Enfin, je vous raconte pas la galère. Et le lendemain, un des dirigeants de la boîte d'Hanouna me dit, parce qu'on m'avait donné ses coordonnées, il m'avait garanti qu'il m'appellerait pour me dire exactement ce qui s'est passé. En fait, la direction juridique de CNews avait reçu des instructions du palais interdisant que je passe sur le plateau. Et c'était bien avant toutes ces affaires-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un sujet sur Moscou, et j'étais déjà passé sur TPMP, et manifestement, j'avais fait forte impression, parce que j'avais convaincu pas mal de personnes qui regardaient, plutôt de ma thèse. Donc moi, je suis pas du tout quelqu'un qui m'intéresse particulièrement à Brigitte, je m'intéresse au couple en tant que tel, et ce qu'il représente, mais ce qui m'intéresse, c'est la politique internationale. Donc je m'intéresse à cette crise du Covid, je m'intéresse à tout ce qui est climat, à ce qui se passe en Ukraine avec l'OTAN, ce qui se passe avec Gaza. En fait, ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Mais comme dans tous ces sujets-là, la France a une place très, très particulière, y compris sur les sujets de pédophilie, etc., les affaires Epstein, puisqu'on parle souvent du volet américain de l'affaire Epstein, mais c'est oublier qu'Epstein était également domicilié en France et que certains des relais les plus importants au sein de boîtes de mannequinat, etc., c'était en France. Et c'est là où il y a eu le plus de morts bizarres. C'est pas aux États-Unis, c'est encore une fois en France. Donc, mais tout ça, ces sujets-là m'intéressent parce qu'en fait, ils font partie de quelque chose de global que Vladimir Poutine a très très bien résumé. Et c'est véritablement, et c'est mon cheval de bataille, c'est la guerre du bien contre le mal. Et voilà, donc ça fait de moi un personnage très atypique qui est largement détesté par tout le monde, aussi bien les grands médias que les petits médias, mais ça me dérange pas parce que en fait je fais mon sillon,
sans être préoccupé. J'ai des bons amis comme toi, Stéphanie, depuis 3 ans. Tu vois, il y a d'autres personnes qui me découvrent et qui réalisent qu'en fait, je suis tout à fait respectable. Mais on essaie, que ce soit Conspiracy Watch ou plein d'autres personnes, de m'affubler de toutes les étiquettes et de refuser de reconnaître que j'ai un travail qui est peut-être intéressant et qui mérite d'être regardé. Et d'ailleurs, je remercie Lionel, puisque dans une émission, il avait essayé à maintes reprises de dire que c'était intéressant, et au lieu de dire oui, on lui disait non, mais il y a d'autres personnes qui sont plus intéressantes sur les mêmes sujets. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je ne me plains pas du tout, hein. Ça me convient très bien. Je tiens à préciser que nous avons salué en privé Jean-Dominique Michel qui a dû nous quitter parce qu'il avait un rendez-vous juste après. Bertrand, en fait, quelle pression vous avez reçue en garde à vue? Quelles ont été les questions précises et ça s'est passé comment? Parce que finalement, c'était une garde à vue pour des motifs relativement légers, si on regarde ça de l'extérieur, non? Alors déjà, pardonne-moi Stéphanie. Oui. Je voulais juste dire une chose à Bertrand, c'est de le remercier et de le féliciter pour sa garde à vue, parce que ça fait partie de la formation des résistants. Un résistant qui n'a pas au moins 3 ou 4 gardes à vue, ça le fait pas. Donc moi j'étais content qu'il aille en garde à vue. Ça fait partie de la formation. C'est Bourguiba, le chef d'État, le chef d'État tunisien qui a obtenu la souveraineté de la Tunisie par rapport à la France, qui disait celui-là, je n'en veux pas comme ministre, il n'a pas fait de prison. Très bien. C'est juste à méditer. Donc merci et bravo d'avoir fait une garde à vue. Merci Christian. Il s'est passé quoi pendant cette garde à vue? Quelles ont été les paroles échangées les plus importantes? Parce que finalement, on peut se dire de l'extérieur, ça paraît quand même un acte d'intimidation. Alors, déjà, il faut savoir que j'ai eu 10 heures d'audition. 10 heures. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 10 heures d'audition. C'est pas 2 heures, 3 heures et beaucoup de temps dans une cellule, puisque je suis resté 35 heures à la police judiciaire de Paris. Donc c'est long, ça veut dire qu'il y a eu une nuit dans une cellule où j'étais pas seul, où j'étais avec quelqu'un qui parlait pas un mot de français, qui baragouinait quelques mots en anglais et qui avait été recherché par 3/4 de CRS avec mitraillettes, etc. dans une affaire énorme dans laquelle ils étaient plusieurs dans une villa de banlieue. Donc c'était une très très grosse affaire, manifestement internationale. Donc on m'a mis dans la même cellule que cette personne qui, d'une gifle, m'envoyait au paradis, si je lui avais pas plu. Alors bizarrement, il a été pris de grande sympathie pour moi et c'est lui qui a dormi par terre. Donc comme quoi, tu vois, lui-même se disait, mais parce qu'il a compris, tu vois, en anglais, j'ai réussi un peu à lui expliquer pourquoi j'étais là. Lui-même m'a expliqué les circonstances de sa garde à vue. Donc 10 heures. Et en fait, tout va crescendo. C'est-à-dire que d'abord, c'est épuisant parce que tu sais pas véritablement où tout ça va venir. Tu as des gens qui ont un dossier devant toi, mais tu sais que celui avec qui tu parles n'est qu'un des maillons et il y a d'autres personnes qui écoutent en direct, puisqu'en fait, à chaque question à laquelle tu réponds, ta réponse est enregistrée et tu ne sais pas combien de personnes, est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, qui voient les questions en direct et qui font les réponses en direct et qui font évoluer les questions. Mais évidemment, si tu veux, on parle d'un procès sur des questions pénales, entre guillemets, et donc c'est des choses qui doivent être très très précises. Comme c'est du harcèlement, il y a des notions d'intention, de répétition, etc. Donc il y a des choses très techniques où on essaie de te faire répondre pour aller contre toi, c'est-à-dire que tu vas tu vas des questions pièges. Ce sont des questions pièges en fait, en quelque sorte. Mais il y a que ça en fait. Le motif, c'est quoi? Cyberharcèlement, c'était quoi le motif? Ouais, c'est autour de la loi SCAPA en fait. Donc c'est vraiment le cyberharcèlement et toutes les personnes qui ont été convoquées. Alors il y a plein d'informations sur le nombre de personnes convoquées. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura 4 personnes au tribunal, mais c'est
C'était est-ce que vous avez contacté directement? Est-ce que vous avez fait ci? Est-ce que vous avez fait ça? Mais si tu veux, moi j'ai répondu exactement comme je te réponds à toi en ligne ou que je répondrais à n'importe qui. C'est-à-dire que je dis ce qui est la vérité de mes actions. Je n'ai jamais eu l'intention, évidemment, de nuire à quiconque. Ça m'intéresse pas. Je souffre à l'idée de faire du mal à quelqu'un, même mes pires ennemis. Mais en revanche, ce qui m'intéresse et mon action quotidienne, c'est de débattre des sujets importants pour permettre aux personnes qui m'écoutent de se libérer de ce monde dans lequel 99% des choses qu'on leur assène au quotidien, que ce soit dans les médias, sur Internet, partout, soit ça leur enfume le cerveau, parce qu'à la fin d'une journée où tu regardes 3 matinales de suite en vitesse 1,5 parce que tu veux rien rater, bah, tu deviens complètement débile, même si tu as l'impression de devenir intelligent. Soit les grands médias, bon bah la télé tu peux pas regarder en accéléré donc tu regardes tout, mais ils te disent que des mensonges. Et donc j'essaie d'apporter mon petit écho pour expliquer, tu vois, sur le Covid, sur la Russie, donc sur ces affaires-là. Mais moi l'angle qui m'intéresse le plus, je suis désolé, c'est pas Brigitte Macron ou comme vous voulez, c'est véritablement ce couple qui est extraordinairement mystérieux. Enfin, on ne sait, tu sais, les premières conversations que j'ai eues avec Xavier Poussard il y a plus de 2 ans, parce qu'en fait, il m'avait cité dans son magazine et finalement il a corrigé parce que c'était des gens qui lui avaient donné déjà à cette époque des mauvaises informations pour me nuire, auxquelles il avait cru, puis finalement il s'est rendu compte que c'était mensonger et il avait corrigé. Et on est devenus copains comme ça. Et on passait des longues heures à converser, et lui me racontait ses recherches sur Brigitte Macron, et moi je lui racontais mes recherches sur Emmanuel Macron. Même si j'avais entendu vaguement parler de Brigitte, ce qui m'intéressait c'était Emmanuel, qui pour moi était beaucoup plus mystérieux. Et puis petit à petit j'ai compris que c'était véritablement un binôme, qu'en fait ils sont indissociables. Et je vais dire quelque chose d'un point de vue psychologique important. Je crois que c'est Christian qui a cité ce psychologue italien qui avait fait une analyse du portrait d'Emmanuel Macron. Sauf, en fait, ce qu'il dit, c'est que si quelqu'un vit ce qu'il a vécu, pour résumer, il devient obligatoirement un psychopathe, en fait. Parce que on peut pas vivre tous ces traumatismes, etc., sans l'être. Sauf que si on part de mon analyse, qui est plus une analyse de quelqu'un qui est devenu complètement envoûté, alors ça peut être eschatologique ou autre, après chacun fait son interprétation, moi j'ai la mienne, il n'y a plus d'humanité à l'intérieur de la personne. Donc en fait ce binôme ne devient pas quelque chose qui se détruit l'un l'autre, ça devient quelque chose qui se renforce en fait. C'est une équipe qui devient de plus en plus forte. Et d'ailleurs, il y a des gens qui analysent, qui disent non, mais c'est elle qui est la patronne, d'autres qui disent non, c'est lui. En fait, ils sont indissociables. C'est comme des siamois en fait. Quelle est l'origine entre guillemets de ce couple qui devrait être complètement déficient, mais qui est hyper fonctionnel? C'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce qui fait, parce que n'importe qui a un couple avec une telle différence d'âge, à un moment ou à un autre, ça explose, mais avec une violence inimaginable. Et eux, en fait, non, c'est l'inverse. C'est de plus en plus fort. Il y a quand même quelque chose qui devrait intéresser tous les analystes de la Terre. Donc en fait, ce qui vous intéresse, c'est le symbole et les conséquences internationales, finalement, nationales et internationales. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a quelqu'un qui se présente comme, petit 1, un coup parfait, mais qui se présente dans son portrait officiel, qui est tellement détaillé, et on a vu les images de Sibeth Ndiaye, comme l'antéchrist. Après, je sais que ça fait sursauter quand je dis, mais comme disait Lionel, prenez le temps de regarder les vidéos, et vous allez dormir bien mieux, parce que vous aurez compris quelque chose qui vous avait échappé.
Et tu sais, Stéphanie, on en a fait une ensemble il y a 2 ans sur le sujet, donc c'est pas, tu vois, c'est un sujet qui semble commencer à intéresser beaucoup de monde, puisqu'on avait déjà parlé du livre de Gide, mais on n'en avait pas parlé évidemment du contenu, mais du fait que c'était pas l'édition originale. Et la preuve que Candace Owens n'est pas encore allée jusqu'au bout du sujet, c'est qu'elle imagine que sur la table, c'est une édition originale. Or, sur la table, c'est pas une édition originale, étonnamment de Gallimard, et c'est intéressant la place de Gallimard là-dedans, c'est un Pléiade, et également de Gallimard. Mais les Pléiades, c'est des livres qui sont connus pour être doux comme la peau d'un bébé, et qui sont faits en agneau, en peau d'agneau écorché. Et donc encore, on a un truc biblique. Puisqu'on a un coq, un agneau, un poisson, enfin, avec des morts horribles. Et tout ça, c'est pas des détails. Quand tu es président de la République, si tu aimes les livres, tu mets l'édition originale, tu mets pas l'édition de la Pléiade, qui est une édition bourgeoise. Tu vois, le diable est dans les détails. Oui, ça va. Évidemment, il faut analyser chaque détail, puisque je pense qu'ils accordent leur importance au détail et au symbole. Exactement. Et il y a 3 Pléiades. Il n'y a pas l'édition originale de Gaulle. Il n'y a pas l'édition originale de Gide, il n'y a pas l'édition originale du Rouge et Noir de Stendhal, parce que c'est quand même aussi le Rouge et Noir. C'est quand même une histoire d'ascension sociale, etc. En fait, si tu veux, il n'y a pas de détails. Les pendules, le Marocain rouge lit de sang, enfin, c'est... En fait, j'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir sur Tribune Libre nos interviews sur le décryptage. Ton décryptage de la photo présidentielle, bien sûr, qui est une longue émission et qui donne beaucoup d'éclairage, notamment avec une culture religieuse que tu as et spirituelle, bien sûr. Lionel Labosse a regardé attentivement le premier épisode de cette série feuilletonnante qui s'appelle Becoming Brigitte de Candace Owens. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Lionel? Alors, le son, pardon. Ouais. Alors, oui, effectivement, j'ai écouté tous vos propos. Alors, déjà, Bertrand n'est pas sans avoir remarqué, lui qui analyse les images, que je suis en direct du Mont Rushmore aux États-Unis et que je suis situé entre George Washington, Theodore Roosevelt et comment il s'appelle, Lincoln, Abraham Lincoln, sur Jefferson, Thomas Jefferson, qui était le 2e président des États-Unis et qui a été ambassadeur en France, ambassadeur des États-Unis en France, avant la Révolution, entre 1785 et 1789, n'est-ce pas? Petit message subliminal peut-être, et vous savez que Ivanka Trump, enfin le réseau, en fait, pour être plus précis, le réseau Ivanka Trump News, qui n'est pas exactement Ivanka Trump, mais qui est sur X, et donc avec l'aval quand même de Elon Musk, a relayé l'émission de Candace. Ivanka Trump, dont le beau-père est le nouveau, ou sera le nouveau ambassadeur aux États-Unis de Monsieur Trump. Je fais quelques connexions. Le Mont Rushmore est célèbre aussi pour cette scène magnifique finale de La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, que tout le monde a en mémoire. Petite allusion subliminale à propos pour destination de notre ami Bertrand, qui sait bien analyser les images. Alors pour Bertrand aussi, j'avais fait une autre émission où j'avais parlé de lui, j'avais fait un appel à notre ami Mike. C'était quand j'ai fait l'analyse des photos, des fameuses photos de vacances. Là, c'était le 27 août, donc c'était une émission d'ailleurs qui a fait plus de 160 000 vues à peu près, alors que c'était au mois d'août. Et j'avais été à Dijon, et j'avais photographié des tableaux. D'ailleurs, je ne sais pas comment faire de partage d'écran, je vous les aurais bien montrés. Et j'avais proposé à Mike de demander à Bertrand la confirmation, parce que j'avais quelques pistes, parce que à côté du Festin des Dieux, dans le fameux musée de Dijon, le Festin des Dieux de Van Bilgert, il y avait une version de Suzanne et les vieillards par Alessandro Allori, et j'avais retrouvé dans cette version la gestuelle de Choupinet sur le bateau de Brégançon. Ouais. Donc j'invite Bertrand à regarder cette émission et à peut-être en reparler un moment. Et j'invite aussi les spectateurs à écouter l'émission que Bertrand a donnée hier avec notre ami Karl Brochu de la belle province, bientôt 52e État américain. Et il leur raconte plein de choses en détail. Il revient sur la fameuse photo de l'Élysée, etc. Alors, donc, je voulais
rebondir, oui, puisque tu m'interroges sur Candace Owens. Donc, voilà, une émission, oui. Alors, Bertrand ne veut pas reprendre la parole. Il faudrait qu'il remette son micro. Remets ton micro, Bertrand. C'est fait. J'ai redonné la parole à Bertrand. Mais il est... Ah, ouais. Alors, juste un mot par rapport à l'émission d'hier. Karl a une chaîne depuis à peu près 1 an. Et quels que soient les invités, c'était plafonné à quelques centaines de personnes, même si je faisais du buzz, etc. Donc c'est les fameux algorithmes de YouTube. Et il semblerait quand même que YouTube, sur ce sujet, ait décidé de mettre une vapeur incroyable, parce qu'hier, avec Karl, on avait 3000 personnes en direct, ce qui est considérable, puisqu'il a une chaîne avec 14 000 abonnés, et que je n'avais fait aucune pub. C'est-à-dire que moi, j'avais fait aucun message sur X, rien du tout pour annoncer que j'étais en direct. Donc, il semble que sur ce sujet, il y ait des messages au niveau de YouTube en disant « vous enlevez les freins algorithmiques de ces chaînes ». Et parce que lui avait annoncé, pas un débat sur Brigitte, un débat sur si vous croyez que vous effleurez le sujet des mystères de l'Élysée, en regardant sous l'angle des maillots de bain ou autres, en fait, il y en est rien, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Et comme je le fais à chaque fois avec Karl, bah, je mets l'émission après sur ma chaîne, et pareil, elle a beaucoup de succès, c'est son record en fait. C'est-à-dire en une journée, la vidéo a fait plus de vues que la plus grosse vidéo qu'il ait faite, et c'était sur le Donbass, avec Erwan Cassel, qui est vraiment quelqu'un qui, quand il fait des émissions sur les sujets qu'il maîtrise bien, il y a beaucoup de personnes qui assistent. Donc c'est un sujet sur lequel manifestement les pressions européennes ou de l'Élysée ne touchent absolument pas les GAFAM. Très bien, bah nous verrons justement quel accueil. Candace Owens disait en revanche que son site était attaqué. Pardon. Je dis, nous allons justement pouvoir tester, voir cette son... vidéo, comment elle va être reçue, cette vidéo précisément. Non, moi je suis désolé Lionel de t'avoir interrompu, mais c'était intéressant parce que c'est manifestement des sujets qui nous touchent tellement intimement. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez ce film Crocodile Dundee. T'as ce héros qui arrive à New York du fin fond de la brousse australienne et il se retrouve dans un dîner. Et comme quelques jours avant, il avait rencontré une drag queen qu'il avait un peu draguée, tu vois, elle avait une forte poitrine, etc. Et puis il s'était rendu compte que c'était un mec, et ben il devient méfiant. Et il est dans une soirée de cocktail, et il y a une dame assez âgée avec qui il discute, et puis à un moment, il sent que il lui plaît, elle lui plaît. Mais avant d'aller plus loin, il lui met la main entre les jambes pour vérifier s'il n'est pas trompé, entre guillemets, à nouveau sur la marchandise. Si tu veux, c'est vraiment un sujet, le trouble sur la possibilité, en fait, d'être trompé là-dessus, qui était totalement acceptable dans les années 80. Et aujourd'hui, ça deviendrait interdit. Tu vois, il y a tellement de sujets aujourd'hui qu'on n'a même plus le droit d'évoquer. On est quand même devenu dans un monde complètement cinglé. Qui s'est pas marré devant cette scène de Crocodile Dundee? Et je pourrais vous donner des dizaines de références dans le même genre. Et tout le monde comprenait. Comme le film Certains l'aiment chaud, c'est ça, qui est un des films préférés de Madame Brigitte Macron. Est-ce que Lionel veut nous en parler? Parce que je crois que c'était dans la vidéo de Candace, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais reprendre mon fil parce que sinon Stéphane n'aura plus la parole. Si on oui, c'est vrai, mais Stéphane, on garde le coupe zizi, le meilleur pour la fin, bien sûr. Voilà. Alors, donc pour revenir brièvement sur Candace, comme Bertrand, qui était ravi que Candace ait repris son analyse de la photo, j'étais ravi pour 2 raisons, bien que tout le monde disait « Oh, c'est ennuyeux », vous savez, les consommateurs dans la résistance qui sont assis devant leur télévision avec des pop-corn et qui ne font que ça. Voilà, c'était ennuyeux cette émission. Non, c'était une émission magnifique, cette introduction. Et j'étais ravi pour 2 raisons en ce qui me concerne, je vais essayer d'être bref. D'une part, parce qu'elle a repris l'affaire du Hamel. Et il se trouve que dans mon historique de résistant, entre guillemets, du Covid, j'ai commencé
a collaboré avec France Soir, sous le pseudonyme de Coxix Gru. Et parmi les sujets que j'ai abordés, enfin j'ai publié un certain nombre d'articles, et ma collaboration avec Azalbert s'est arrêtée brutalement quand j'ai écrit, donc c'était en tout début 2021, en janvier 2021, un article sur l'affaire du Hamel où je faisais le lien avec Brigitte, puisque j'établissais un rapport sur l'âge de consentement. À l'époque, j'étais un peu comme Bertrand l'a expliqué, totalement loin d'avoir pensé au sexe de Brigitte Bacron, mais en tant qu'enseignant, j'étais vraiment interpellé par ce détournement de mineurs par adultes ayant autorité. Donc j'avais fait cet article, et là, Azalbert, enfin l'équipe qu'il y avait à l'époque, il y avait, comment il s'appelle, Humbert Anglaise, qui maintenant est passé au JDD, ils avaient eu peur en gros, et donc la collaboration s'est arrêtée, mais on a conservé des relations amicales, avec un peu la main de velours sous le gant de fer, on dit ça comme ça. Et bon, il se trouve que depuis une semaine, Azalbert s'est mis à reprendre, à remettre le pied dans l'étrier de ce cheval qui déferle au galop maintenant sur notre République. Mais donc, je ne vais pas développer ça parce qu'on n'a pas le temps, il faudrait que Stéphane puisse parler. Et le deuxième point sur lequel j'étais ravi, c'était quand Candace s'est mise à parler de notre grand André Gide, notre guide suprême, avec cette faute de prononciation amusante que tous les commentateurs incultes se sont empressés de répéter, de colporter, qui n'ont jamais lu une seule ligne d'André Gide. Alors, bon, il se trouve que je suis prof de lettres et que j'enseignais la littérature en terminale L en 2016, c'est-à-dire un an avant l'arrivée de Choupinet au pouvoir et de Chibrit. Et à cette époque-là, au programme, nous avions les faux monnayeurs. Donc j'avais approfondi, d'ailleurs je ne découvrais pas Guide à cette époque, puisque à l'époque où je faisais mes études dans les années 80, vraiment on nous tartinait du Gide. Je n'aimais pas trop cet écrivain, mais je continuais à en lire un peu, et bon, quand il a été au programme, je me suis intéressé. Alors donc c'est un an avant l'arrivée de Choupinet, donc on ne peut pas le mettre en cause, mais c'était quand même bizarre de mettre ce roman. Et alors, à l'époque, je travaillais avec Agnès Vinas pour le site Lettres volées, qui était le site de référence des lettres en terminale. Et chaque fois que j'arrivais dans un stage de prof, tout le monde me félicitait de la qualité du travail qu'on menait. Donc, il est encore en ligne, vous pouvez regarder le dossier qu'on a fait sur Gide. Et j'ai écrit, je pense, 5 gros articles sur Gide. Et alors là, il faudrait vraiment... les gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas bien, évidemment, font des raccourcis. Des raccourcis, des résumés. Et on a tendance, dans les milieux complotistes, à se livrer à des phénomènes de bouc émissaire. Donc là, c'est Haro sur Gide. Et c'est bon, ça revient. J'ai été coupé, désolé. Donc, je voudrais juste... Alors, je vais essayer d'être rapide, mais enfin, les gens retrouveront ça sur mon site. En fait, bon, Gide était attiré par les jeunes garçons, notamment arabes, mais on ne peut pas, en justice, enfin, Maître d'Angléan me complétera s'il le souhaite, mais en justice, il n'y a pas de rétroactivité des lois. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. André Gide a eu ses jeunes années, il était né en 1870, je crois, il a eu ses jeunes années, donc à la fin du 19e siècle, il était copain avec Oscar Wilde, qui a été en prison pour homosexualité, il faut le rappeler aussi. Et donc, il était allé en Algérie. Savez-vous quel était l'âge de consentement à cette époque-là? Non, maître. C'était à 13 ans. Alors, pour faire un bref historique, il n'y avait aucun âge de consentement jusqu'en 1832. En 1832, donc, on a fixé un âge de consentement à 11 ans, je crois. En 1863, l'âge de consentement a été relevé à 13 ans. Et en 1945, l'âge de consentement a été porté à 15 ans.
Ce qui fait qu'à l'époque de Gide, il a eu le prix Nobel en 1947. Là, c'était aussi une erreur dans la vidéo de Candace, puisqu'elle a dit qu'il avait eu le prix Nobel de façon posthume. Il a eu 5 ans avant sa mort. Donc, voilà, quand il a eu le prix Nobel, l'âge de consentement venait d'être à 15 ans. Mais, donc, il n'a commis aucun délit s'il a couché avec des garçons de 13 ans. Bon, peut-être qu'il a été un peu en dessous de 13 ans, vers 12 ans. Mais en tout cas, il faut replacer les choses dans leur contexte. Bon, je pourrais en parler longuement. Mais ouais, il ne faut pas mélanger les choses. Alors, quant à... attendez, je ne veux pas être trop long. Oui, sur ces points-là, il y avait aussi l'âge de mariage, donc qui était à 18 ans ou à 20 ans, je ne sais plus, il faudrait vérifier, pour les garçons, et à 15 ans pour les filles. Et c'est en 2006 seulement que l'âge de mariage a été porté à 18 ans pour les filles, en 2006. Hein, donc il faut prendre cela en considération quand on parle de ça. Et puis vraiment, tout ce qui est phénomène de bouc émissaire, ça ne m'intéresse pas. Comme l'a dit Christian au début, la transidentité potentielle n'est pas notre souci. Et moi, justement, peut-être si je suis pas ennuyé dans cette affaire, c'est que j'ai été connu entre 1997 et 2014, en gros, comme un des leaders de la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire. On a fait un énorme travail et on est arrivé à des résultats. Et cette lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, je l'ai menée dans des établissements publics de Seine-Saint-Denis, collèges et lycées, des établissements classés ZEP ou zone sensible, si vous voulez. Donc, j'ai une certaine expertise sur ces domaines. Voilà, donc quand je parle du dossier qui nous intéresse, voilà, j'ai des choses à dire, mais je ne veux pas les développer ici, mais j'aurai peut-être l'occasion dans les jours qui viennent à revenir à la fois sur l'affaire Duhamel et sur l'affaire Gide. Voilà. Bien sûr. De toute façon, même si cet écrivain, André Gide, n'a commis aucun délit à son époque, l'appétence d'Emmanuel Macron pour cet auteur peut toutefois interroger, et ça donne quand même une piste intéressante. Oh oui, je pense, hein, mais elle a eu raison, hein, Candace, de dire ça. Et puis là, il faut renvoyer effectivement à l'analyse de Bertrand, qui complète avec l'histoire des éditions originales, de la Pléiade, etc. Enfin, des analyses, des remarques tout à fait pertinentes, subtiles, qui nous amènent loin. Mais voilà, il ne faut pas non plus faire haro sur le baudet et se précipiter comme... Dans toute la sphère complotiste, on est spécialiste de ça. Allez, on vous désigne un coupable, et alors tout le monde se jette dessus. Bon, c'est assez pénible. Voilà. D'accord. Bertrand, oui. Alors juste, moi j'ai trouvé que c'était génial, hein, parce que en direct, je faisais des tweets, et je pense que vis-à-vis de 99% des gens qui connaissent pas, c'est formidable. Mais en fait, j'aime bien, parce que Lionel, toi, tu es vraiment un spécialiste du sujet. J'ai découvert ton blog et tu te caractérises même comme brigittologue, hein, quand je te vois en parler. Quand on pose la question, quand j'ai posé la question à Xavier, il me dit, moi, tu me mets un pistolet sur la tempe et tu me dis homme ou femme, je réponds sans aucune hésitation alors que je risque ma vie. Qu'est-ce que tu dis, toi, qui connais vraiment bien? Moi, je connais pas tellement bien, en fait, le dossier. Si on te met un pistolet sur la tempe... Si on me met un pistolet sur la tempe, ça dépend si de l'autre côté il y a un sac de Napoléon. Il y a une balle. Il y a une balle dans le pistolet. Et ben, non, mais on te dit, t'as qu'une réponse. Oui. Eh bien, moi, je dirais, ce qu'on veut que je dise, je dirais homme. Voilà, bah, comme ça, au moins, on est fixé, ou presque. Voilà, non, mais est-ce que c'est important que, si tu veux, tu as été tellement sollicité. Ouais. Oui. Alors, en tout cas, je vous invite à lire le nouveau dossier que Précibus vient de mettre en ligne ce matin même et qui va être complété. C'est le dossier Gepetto, avec un petit jeu de mots sur Gepetto. Et il y a vraiment une analyse qui te donne des éléments de réponse, Bertrand, puisque notre équipe, avec Hortense, la transgenre moldave, qui fait partie de notre équipe, a interrogé ChatGPT et a obtenu des réponses stupéfiantes, et notamment une validation scientifique, d'une première validation scientifique de l'identité des voix. Et là, ça pourra faire la transition avec Stéphane qui trépigne depuis tout à l'heure. L'identité des voix entre Véronique, transsexuelle 1977, archive de l'INA, et notre bien-aimée immense première dame que le monde entier nous envie, les plus belles jambes de Paris, qui ravit tout le monde et fait des records d'audience avec ses pièces jaunes. Exactement. Voilà. Et ben oui, justement, Lionel disait qu'il optait pour la réponse homme.
Alors, il s'agirait même d'un homme qui aurait été un coupe-zizi et qui aurait peut-être encore son organe masculin. Stéphane de Charnage, bienvenue. Vous avez donc connu un certain coupe-zizi en 1995, c'est ça, tout d'abord? Oui, c'est ça, c'est en 95. J'en suis presque sûr. J'étais pas sûr. Je pensais entre 94 et 95, mais en fait, c'est 95 parce que c'était vraiment vers la fin où je bossais sur les quais, donc c'était ça, quoi. Et Vous oui, faisiez comme quoi à l'époque et vous viviez dans quelle région? j'étais à Lyon et j'étais prostitué sur les quais du Rhône. Et je travaillais en travesti parce qu'au début, on travaillait en gigolo et on n'avait plus de clients. Donc, le meilleur moyen, c'était de faire ça en travesti, c'est de mettre une perruque et des talons. Et on avait une association qui prenait soin de nous, qui est comme à Paris, il y a le bus des femmes, et qui passait avec leur bus pour distribuer du café, donner des préservatifs, du lubrifiant, etc. Et cette association avait un local à Lyon. Cette association, elle s'appelle Cabiria. Et cette association avait fait une journée spéciale qui promouvait la transsexualité, en fait, pour celles qui voulaient faire des opérations transgenres pour couper, pour faire la vaginoplastie ou même les seins. Voilà, il y avait des subventions qui étaient allouées par leur association, pas l'association Cabiria, mais l'association qui est venue dans l'association Cabiria ce jour-là. Donc cette association proposait, grâce à des subventions, de faire des opérations transgenres. Moi, je suis arrivé dans ce local cette journée, alors que je sais même pas pourquoi je suis allé. Enfin bref, je suis tombé par hasard. Il y avait un monde fou ce jour-là, je sais pas pourquoi. Et j'ai vu ma collègue qui bosse avec moi au parc et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui? C'est quoi tout ça? Elle m'a dit, ah, mais c'est Coupe Zizi. J'ai fait, Coupe Zizi, qui c'est Coupe Zizi? Mais tu sais, c'est celle qui vient faire couper les zizi au travelot. Elle me dit, mais si, c'est celle de Paris, là, c'est celle qui essaye de faire des travestis des femmes, quoi, en fait. Et là, c'est là que ça m'avait complètement halluciné parce que je me suis dit, mais elle comprend rien du tout. On n'est pas en femme parce qu'on se sent femme. On est en femme parce qu'on fait ça pour l'argent, quoi, parce que il n'y avait pas de travail en homme, quoi, à ce moment-là. Et puis c'est tout. Je veux dire, c'était quoi? C'était, comme je disais dans l'interview d'avant, c'était 5% des prostituées travesties qui se sentaient femmes, quoi, qui faisaient le pas pour aller dans une transition de genre. Mais faut bien savoir qu'une fois qu'on a fait une opération, que ça soit les seins ou le reste, je veux dire, on ne peut plus sortir en homme dans la rue. Et j'ai connu des travestis qui faisaient plus d'1m90 de haut. Donc, moi qui fais déjà 1m85, 86, c'était déjà bien limite, mais je veux dire, il y a des limites à être femme, quoi. Il faut se rendre à la réalité. Et c'était pas notre truc, Surtout en 95, c'était encore vraiment tabou. C'est pas comme aujourd'hui, avec tous ces trucs woke, transgenre, je sais pas quoi, là. Franchement, voilà, c'était pas notre truc. Mais bon, cette femme était arrivée, elle avait un discours vraiment, vraiment particulier et une manière de parler qui m'a vraiment frappé parce que je suis issu d'une famille qui est quand même pas, ma mère est aristocrate et donc je connais bien la façon dont on parle entre nous et la façon dont s'exprime en public aussi. Et elle avait cette façon de s'exprimer vraiment typique, quoi, des gens d'un autre niveau, quoi, qui sont pas des gens de la rue, qui sont pas des gens d'association, comme on connaissait Martine Chute-Sanson, qui était directrice de l'association, qui était terre à terre, qui était du milieu, quoi, voilà, et qui connaissait les raisons sociales. Mais ces personnes-là c'était des personnes bourgeoises, quoi, qui n'avaient rien à voir avec ça. Et je pense que derrière elle, il y avait un délire de il faut que tout le monde devienne femme, je sais pas, enfin, ça me semblait vraiment bizarre, quoi. Vous avez repéré des tics de langage, c'est ça? Ah oui, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez avoir une vie bien machin, c'est-à-dire qu'il faut
Et ça m'avait énervé, quoi, parce que voilà, j'ai une aversion avec cette façon de parler, vraiment, et ça m'avait vraiment marqué, quoi, ce jour-là. Vous l'avez repéré ensuite à la télé, cette façon de parler précise? Mais j'étais en train d'écouter un truc, je crois que c'était les infos c'était sur YouTube, les infos passaient, et je regardais pas, j'étais derrière la télé. Enfin, je regardais pas la télé. Et pourtant, j'entendais une femme et j'entendais ce narratif, c'est-à-dire que je me dis, tiens, mais ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle Koubzizi, ça me rappelle cette nana là qui était venue nous. Et donc, je suis allé me précipiter devant la télé pour savoir qui c'était, parce que je me dis, mais cette voix, mais voilà. Et quand je suis venu devant la télé, je me suis aperçu que c'était Brigitte Macron. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'étais pourtant sûr que c'était la nana qui était venue en 95. Et je suis resté là. Et c'est quand, avec tout ce qui se passe avec cette histoire de Jean-Michel Trogneux, machin, les affaires avec Amandine Roy et Natacha Rai, bien sûr, j'en ai eu vent, j'ai regardé, et je suis tombé sur Koubzizi. J'ai dit, mais oui, mais c'est bien ça. C'est là où j'ai vraiment fait le rapprochement. Au début, je me suis pas, parce qu'elle a quand même fait pas mal d'opérations esthétiques depuis, hein, et bien faites en plus, hein. On peut dire que c'est des bonnes opérations. C'est du niveau Amanda Lear, quoi. Je veux dire, ça se voit pas. Oui. Et puis même son opération de la pomme d'Adam, c'est vraiment bien fait, je veux dire. Mais bon, voilà, moi j'ai souvenir, et quand je la vois maintenant, j'arrive pas à m'enlever le visage de garçon, parce que moi j'arrive à savoir quelqu'un qui est en garçon et quelqu'un qui se met du maquillage et qui devient femme. Ça se voit, j'arrive à le ressentir. Et maintenant, j'arrive plus à m'enlever l'image de Brigitte en tant que femme. Je vois en fait le visage d'un des collègues de travail qu'on avait avec nous, qu'on appelait la troll, qui avait ce visage particulier et qui ressemble à Brigitte, en fait, ce visage particulier de certains travestis, en fait, qui au bout d'un moment, c'est presque comique, parce que ils se semblent tous dans un sens. Il faut tous qui corrigent les défauts masculins, donc ils font tous des opérations qui sont semblables, en fait. On voit. Stéréotypé, vous diriez, c'est un stéréotype de beauté? Oui, c'est un stéréotype. Et puis de toute façon, les meilleurs chirurgiens, c'est souvent les mêmes, et ils font les mêmes opérations pour les mêmes travestis, en fait. Vous parlez par exemple de Patrick Buy? Patrick Buy, je sais pas, je connais pas, non. Ah oui, Patrick Buy qui féminise les visages, et qui s'occupe de ce type d'opération. Il faut voir qui a fait les opérations de travesti, et puis on peut très bien voir un chirurgien peut reconnaître sa patte. Donc je veux dire, il y a des traits, je veux dire, voilà. Et selon vous, Koubzizi aurait gardé son anatomie, en tout cas une partie? Mais moi, il me semble, parce que ma collègue Dani m'avait dit, et en plus, elle est même pas opérée. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Nous, on pouvait pas vérifier sur place, hein. Bien sûr, on n'a pas fait du crocodile Dundee, quoi. Bien sûr. Et depuis vos émissions, vous n'avez pas eu de témoins qui sont venus vous contacter? Non. Je veux dire, dans ce milieu-là. C'est l'omerta? Il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Moi, je m'en fous. J'ai déjà fait ma vie et je suis loin de la France. Mais franchement, non, j'aimerais que s'il y a des personnes qui étaient à l'époque qui avaient le contact de cette association, qui a connu cette association, qu'elle se présente, quoi. Je suis pas le seul qui l'a connue. Donc il y avait quand même je sais pas combien de personnes. On va dire il y avait 50 personnes ce jour-là à l'association. Je veux dire, c'était bondé de monde. C'est pas des grands locaux, donc des gros locaux. Donc voilà. Donc elle a fait la tournée un peu partout. Elle a fait la tournée à Paris, à Bordeaux, à Lyon, dans toutes les associations. Voilà. J'aurais bien aimé que Lionel rajoute voilà, une intervention. Il pense que le visage a changé depuis 2016. Au moment où cette vidéo avait été prise de Madame Macron en train de dire aux côtés d'Emmanuel « Nous limons beaucoup et abondamment », Lionel.
Oui, alors, oui, ça serait bien que Stéphane me voie. Je peux lui envoyer la vidéo Bien de sûr. BFD qui date de décembre 2016. Alors, c'était l'équipe de campagne de Macron qui avait plus ou moins annoncé sa candidature. Et en fait, c'est, sauf erreur, la première apparition devant des caméras de Brigitte. Et le visage est quand même très différent du visage que nous connaissons actuellement. Donc, on suppose que c'était avant ses visites à la clinique du docteur Buis, qui avait donné lieu d'ailleurs à une plainte de l'Élysée, une des premières plaintes de l'Élysée pour condamner Closer. Alors c'était un coup tordu de Mimi Marchand qui avait révélé qu'elle avait fréquenté cette clinique-là. Et donc c'était cette émission très intéressante où déjà Choupinet insistait lourdement, alors qu'on ne connaissait pas du tout cette personne, sur le fait que lui n'avait pas du tout fait financer sa femme sur des fonds publics, etc. On se demandait bien pourquoi, 6 mois avant que l'affaire Fillon éclatât, pour parler avec l'imparfait du subjonctif, puisque je suis prof, dans les 7 nains de Christian, je joue le rôle de prof. Et d'autre part, Brigitte avait répondu, alors qu'on ne lui demandait pas grand-chose, on ne savait pas qui elle était, eh bien, elle avait cité Montaigne et elle avait dit il faut limer son esprit à celui des autres, je crois. Et elle avait dit, avec Choupinet, nous limons. Elle n'a pas ajouté le mot qu'il a dit, mais nous limons. C'était quand même d'une vulgarité sans nom pour un prof de lettres, parce que moi, je m'exprimerais comme ça, chers amis, n'est-ce pas? Et donc, je ne sais pas si Stéphane pourrait regarder cette vidéo pour affiner ses souvenirs. Oui. Ça serait pas mal, ouais. Absolument. Et Lionel tu disais que les tics de langage et gestuels ont été analysés par GPT. Et je donnerai la parole à Bertrand juste après. Oui, c'est dans le fameux dossier Gepetto, alors qui est en cours de mise en ligne parce que c'est une enquête vraiment complète. En fait, c'était parti juste d'une demande que j'avais faite à notre ami Hortense. Je partais au lycée, j'étais dans le métro, et je dis tiens, si on demandait ça à ChatGPT. Donc il l'a fait. C'est lui d'ailleurs, c'est elle, pardon, c'est une femme transgenre, Hortense, qui a fait cette magnifique photo avec nos fameuses méruques jaunes. Il y a les perruques, mais il y a aussi les méruques. Nous sommes pour l'égalité des sexes, nous à Précibus. Et donc Hortense est passé sur un questionnement, ça a donné rien. Puis après, notre ami Précibus a rebondi, et donc il est parti sur une enquête qui continue. Et le dossier donc est sur Précibus. Et donc après avoir fait valider donc l'analyse des voix qui est un document judiciaire valable, une preuve juridique, ça Maître Lambert pourrait le confirmer, en tout cas Maître Labattu l'avait confirmé lors de l'émission AGPTV qu'on avait faite avec Cotten. Et c'est transmis aux doyens des juges, ça va être transmis là, avec la dernière lettre. Ils ont continué avec l'analyse des gestes, l'analyse des tics langagiers, de la syntaxe, c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Et on suppose que maintenant, ChatGPT aura peut-être des révisions. Bertrand, un dernier mot? Oui, alors c'est le sujet qu'évoquait Stéphane. C'est important. Alors moi, j'étais un peu comme Lionel. J'étais confronté, entre guillemets, depuis que je suis tout jeune, à l'homosexualité, puisque c'est un de mes cousins qui s'appelle Didier Lestrade, qui a créé ACT UP. Donc, il se trouve qu'en plus, on était proches. Donc, c'est une question que je connais bien. On s'entend très bien avec les cousins. J'ai vraiment évolué jeune au milieu de la communauté gay. D'ailleurs, parfois, avec des copains, on allait à des soirées incroyables. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais surtout, et ce que Stéphane a dit, et c'est vraiment important, c'est que les travestis, ils aiment être des hommes, ils aiment se déguiser en femmes parce qu'ils ont le côté féminin de l'homme gay. Tu sais, dans les gays, t'en as qui se ressentent plus femmes du couple et hommes du couple. Mais mon cousin, par exemple, un des frères, parce qu'ils sont 3 frères, ils sont 4 frères, mais il y en a 3 qui ont une sexualité gay, et qui est devenu artiste, qui vit en Suisse, qui a une fondation que j'ai exposée avec ma galerie, me montrait des films, des vidéos d'époque des années 70, 80, etc., avec des travestis. Alors, on connaît tous les épisodes, Coluche, Le Luron, etc., mais qui, dès qu'ils avaient fini d'être travestis, déguisés en femmes, n'avaient qu'une envie, c'était d'utiliser tous leurs instruments.
C'est-à-dire qu'ils étaient hyper contents, je suis désolé du terme, d'avoir une bite qui fonctionne. Parce qu'elle était utile pour leur plaisir. Et c'est très important. Le plaisir, c'est les homosexuels à tendance féminine, le plaisir, ils l'ont avec un sexe d'homme. Et peu importe. Et donc, on a trafiqué les esprits en faisant croire, et c'est ce que Stéphane a bien dit sans aller au bout, mais on a fait croire aux travestis qu'ils étaient en fait des transsexuels, ce qui est faux. Et surtout, et ce qui est pire, et vraiment j'insiste là-dessus, et j'insiste pour en avoir parlé avec beaucoup d'homosexuels, et surtout l'avoir vécu dans ma chair quand j'étais enfant, puisque je les ai vus évoluer. C'est-à-dire qu'en fait, très jeunes, ils comprennent qu'ils sont un peu perdus, tu vois, vers 8-10 ans. Et quand on impose à 12 ans aux parents de laisser leurs enfants commencer une transition hormonale, etc., avec des enfants qui sont perdus dans leur sexualité, donc tous les enfants, tous les jeunes hommes sont un peu perdus à cet âge-là. Mais quand en plus ils sont homosexuels, ils sont encore plus perdus. Et en fait, c'est une destruction de la communauté homosexuelle, une division, une bombe à retardement qui va être terrible que cette transsexualité. Et donc, si effectivement il y a eu des gens qui étaient des coupes zizi, c'est des gens qui étaient partis, et c'est pour ça que moi j'ai toujours une vision très diabolique des choses. Parce que c'est absolument abominable de dire à quelqu'un qui est banalement homosexuel qu'en fait il est en réalité transsexuel et qu'il va falloir qu'il vive toute sa vie avec des opérations, etc. Parce qu'en fait la transsexualité, c'est quelque chose qui touche à l'ADN de la personne. C'est pas quelque chose qui touche son désir sexuel ou mais c'est trop peu souvent dit, et vraiment je te remercie Stéphane de l'avoir dit et Lionel d'avoir introduit le sujet, parce que nous tous qui en parlons, en fait, on a évidemment, enfin je parle pour moi et Lionel a parlé pour lui, mais on n'a aucun problème ni avec la communauté gay, ni avec la communauté transsexuelle. Mais un travesti n'est pas naturellement un transsexuel, et je voulais vraiment le dire en fait. Cette communauté ne soutient absolument pas le wokisme, puisqu'elle sait que c'est quelque chose qui peut lui revenir dans la figure comme un boomerang. C'est bien ça, Stéphane? Exactement. Ouais. Exactement. Et vous avez quelque chose à ajouter, cher Stéphane? Et je finirai avec Christian. Je voudrais mettre mon grain de sel juste là-dessus. Si j'utilise des techniques on va dire des techniques de transe, voire certains hallucinogènes particulièrement puissants, je peux m'identifier à un aigle. C'est pas très compliqué. Ce sont des technologies chamaniques qui sont bien connues. On parle de l'animal totem, par exemple. Et j'ai fait 50 expériences de ce genre-là dans ma vie, de s'identifier à tel animal, tel animal, tel animal. C'est très intéressant, extrêmement intéressant. Simplement, si je ne suis pas dans le bon cadre, accompagné par les bonnes personnes, et que sous hallucinogène ou après une technique XY hypnotique de mise en état altéré de conscience, une technique de transe avec éventuellement de la musique, des tambours, etc. Et si je me mets au-dessus du balcon et que je saute du balcon en étant profondément persuadé que je suis un aigle, je vais juste m'écraser comme une merde sur le toit de la voiture qui est en bas de l'immeuble. Et c'est à ça qu'on joue avec les gamins qu'on embarque dans le changement de sexe. C'est-à-dire qu'on leur fait croire que l'expérience psychique de je suis une femme, je suis un homme, c'est jouissif en tant que mâle de se sentir femelle. C'est très intéressant comme expérience. Et inversement, j'imagine, pour une femme. Mais si je me jette du balcon parce que je suis un aigle, je vais juste me tuer. Et c'est là, on est dans la barbarie médicale, en fait, dans cette histoire-là. Et la barbarie médicale, elle a des siècles derrière nous, voire des millénaires en Chine, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. On attrape un ennemi et, comme disent les Espagnols, on lui coupe el cojones avant de les lui faire manger. On est dans la barbarie médicale et dans le business.
Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Bien sûr. Bref, Et c'est pas le sujet du jour. Et ça détruit un lobby puissant. Mais oui, on est dans un truc de malade, véritablement de barbarie. Je veux dire, quand je vois des images de jeunes femmes qui se retrouvent avec les seins coupés et des cicatrices dégueulasses, ou des faux pénis faits avec de la peau, des bras, des avant-bras, mais c'est ignoble. Bien sûr. Et quelque chose. Lionel, Culture nous fait part de fait une référence à Trésias et Stéphane va terminer sur une. Vous vouliez rajouter quelque chose, Stéphane? Merci à lui en tout cas de son témoignage. Ça fait 3 fois qu'il me le raconte et donc c'est pas un mytho. Parce que quand on raconte 3 fois la même chose, on peut pas mentir, on peut pas faire de la mytho 3 fois de suite. Donc je tenais à dire ça parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, le témoignage de Stéphane, machin, bidule, il invente. Non, il invente pas. Je l'ai entendu pour dire qu'il l'invente. Vous vouliez rajouter quelque chose, Stéphane? Oui, moi surtout, pour finir sur Christian, sur les travestis, je veux dire, celles qui font des opérations en général, quand elles se sont faites opérer, ce qu'elles font, c'est qu'elles s'ouvrent, elles se mettent devant un miroir, elles regardent, et en général, elles se disent tout ça pour ça. Voilà. Et vraiment, c'est parce que c'est pas la finalité. Elles s'aperçoivent que même avec l'opération de la vaginoplastie, c'est pas la finalité. Et la dernière chose que je voulais vraiment ajouter sur le comportement de Brigitte, c'est qu'il y a une vidéo d'elle qui circule quand elle donne un cours de théâtre. Et elle apparaît apparemment très énervée. Et elle s'assoit avec les jambes écartées. Je dis, moi, j'étais coiffeur pendant 35 ans, je n'ai jamais vu une seule de mes clientes s'asseoir avec les jambes écartées dans mon fauteuil. À part une seule qui était lesbienne et qui a pris des cours pour vraiment savoir s'asseoir comme un mec. Et quand elle s'est assise, je lui ai dit, monsieur, elle était contente. Mais j'ai jamais vu une seule femme s'asseoir avec les jambes écartées. Ça se fait pas. Il n'y a pas de matériel pour, il n'y a pas l'éducation pour chez une femme. Je sais pas, c'est quelque chose qui me voilà. Ça, c'est du corporel, c'est le langage corporel, le comportemental et le corporel, c'est en général quelque chose qui ne ment pas. C'est pas Christian Cotten qui va me dire le contraire. Ouais. Christian, je peux vous donner, c'est sûr, je vais vous donner le mot de la fin, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Nous allons conclure cette émission passionnante. Lionel. Allez, Lionel. Non, c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je veux simplement remercier chacun. Parce que vraiment un grand merci. Je fais un job qui moi m'amuse beaucoup, donc je vais pas dire que c'est difficile parce que je le fais plutôt les mains dans les poches, mais je vous remercie tous parce que quand même je monte au créneau et c'est important de sentir que il y a vraiment du monde avec moi, derrière moi, autour de moi, et donc grand merci à chacun de vous ici présents et puis aux 2 qui sont partis un peu plus tôt, Jean-Michel et Philippe qui est retenu pour un dossier au téléphone. Voilà, merci à vous encore une fois, merci. Merci à tous, messieurs. Merci à tous. Merci. Merci.